accueillir Bernadette Bensaud de Vincent et Peter-Paul Verbeek qui vont nous parler on va commencer par le premier, de la temporalité des objets techniques. Donc, Bernadette Bensaud de Vincent est professeure des universités en épistémologie, histoire des techniques. Et je vous laisse la parole pour 45 minutes, comme à notre habitude. Bien, merci beaucoup. Et je vais vous parler donc de la temporalité des objets. Nous avons observé depuis une dizaine d'années au moins un centrage très net, un intérêt pour les objets. Et je pense que les conférences que vous avez eues l'ont déjà attesté. Et on parle, à la suite d'ailleurs de Peter Verbeek, en 2005, d'un think turn dans les études sur les techniques. Et ce think turn résulte d'une convergence. Ce n'est pas seulement dans la philosophie qu'on l'observe, mais on l'observe vraiment dans plusieurs courants, que ce soit la réflexion des ingénieurs eux-mêmes sur leur pratique. Et Henry Petrowski a été à cet égard un pionnier chez les historiens des sciences et des techniques, chez les anthropologues également, chez les sociologues, chez les muséologues, j'ai oublié de l'ajouter, mais la muséologie a beaucoup contribué à ce recentrage sur les objets techniques, chez les philosophes enfin, et il y a des courants entiers dédiés à l'étude des objets. Et donc, d'un seul coup, les choses deviennent dignes d'intérêt. Et du coup, les choses ont pris du poids, je dirais. Elles ont pris du poids, elles se sont chargées de sens, de valeurs politiques, idéologiques, morales, d'émotions, d'affects, de mémoire. Et les choses deviennent intéressantes spécifiquement par tout ce qu'elles transportent, tout ce qu'elles disent sur le monde, de valeurs, d'émotions, d'affects, jusqu'au fétichisme des objets, d'ailleurs. Et elles sont également le véhicule de normes et de codes, au sens où elles prescrivent des comportements, des mœurs. Et à cet égard, il y a eu des études mémorables qui ont montré comment les objets techniques, depuis le pont qui unit Manhattan et d'autres îles, qui est chargé de normes politiques, jusqu'à la tour avec les, comment on appelle, les gendarmes couchés, là vous savez, et Verbeek avec l'échographie. Donc ces objets sont véhicules de normes, de comportements, et l'accent a été mis sur tout ce qu'ils prescrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça englobe tous les objets, y compris les objets les plus ordinaires, cet intérêt pour les objets. C'est-à-dire les objets de la vie quotidienne et pas simplement les objets high-tech, issus des nanotechnologies ou des biotechnologies, mais les objets les plus ordinaires comme la fermeture éclair et les choses comme ça. Donc, je signale, j'ai oublié de le dire, que je ne ferai aucune distinction entre choses et objets. Pour moi, choses et objets, je ne rentre pas dans ces catégories heideggeriennes. Et je pense que... Pourquoi ? Eh bien parce que justement, l'objet tel que l'adresse ces études, tel que le considèrent ces études, n'est pas du tout relatif à un sujet et n'est pas du tout posé en face d'un sujet, mais c'est un objet technique au sens de Simondon, c'est-à-dire qu'il ne se réfère pas du tout à une relation à un objet. Donc ces objets sont devenus intéressants, objets ou choses, peu importe. Ils sont devenus intéressants et ils sont devenus intéressants par tout ce qu'ils nous racontent de normes, de valeurs et tout ce qu'ils transportent. Ils sont alourdis, je l'ai dit, et pourtant je les trouve d'une insoutenable légèreté. Pourquoi ? Parce que ces charges sociales, excusez-moi l'expression, ce sont des charges sociales, éthiques, mais
qui méconnaissent souvent la charge matérielle de ces objets. Je dirais que le think turn s'est fait au bénéfice de tout ce qu'il y a de social dans les objets techniques, de tout ce qu'il y a de moral dans les objets techniques, de tout ce qu'il y a d'idéologique dans les objets techniques, et au détriment de leur matérialité. En particulier, je crois que Xavier Guchet a parlé hier du fameux travail Dual Nature of Artifacts, mais dans cette nature double des artefacts, on a privilégié ce qui était du côté des intentions humaines au détriment de ce qui était du côté de la matérialité physique de ces objets. Et de la même façon, je peux légitimement m'adresser à Peter Verbeek, puisqu'il est là et qui pourra répondre. Dans son magnifique ouvrage qui s'appelle What Things Do, qui a été vraiment pionnier dans le mouvement, et j'insiste là-dessus, c'est un ouvrage qui a vraiment tourné toute notre attention depuis 10 ans sur les choses et qui a été un déclencheur de ce mouvement. Eh bien, Peter considère les objets essentiellement comme des médiations dans une perspective post-phénoménologique, et c'est essentiellement pour cette relation entre les humains et le monde que les objets techniques l'intéressent, ou du moins l'intéressaient en 2005. Nous verrons maintenant pourquoi ils l'intéressent. Mais je veux dire qu'on est toujours dans une perspective tournée vers les humains, dans une perspective anthropocentrique. Alors, ce que je voudrais plaider aujourd'hui, c'est une vraie révolution copernicienne, au sens, non pas kantien, mais une vraie révolution copernicienne, c'est-à-dire de se décentrer par rapport au sujet, par rapport aux humains, justement, et de recentrer sur les choses. Si j'osais, mais je ne suis pas Heidegger, si j'osais un néologisme, je l'appellerais techmacentrisme. Pourquoi ? Parce que non pas technocentrisme, mais techma, ma en grec, c'est les choses, comme dans pragma. Et donc c'est recentrer sur les choses fabriquées, recentrer sur les choses, un techmacentrisme. Et pourquoi ? Pour voir comment les choses font monde, c'est-à-dire c'est les choses au sens de la mondanité des choses. Et je prends l'expression mondanité, non pas au sens les mondanités de salon, non pas non plus au sens anglais mundane de choses ordinaires, mais au sens où elles font monde, et où elles appartiennent au monde et elles agissent dans un monde. Et je choisis le mot monde plutôt que nature parce que le monde est un complexe formé par la terre et les humains. Le monde, au sens en particulier, Auguste Comte avait coutume de distinguer le monde de l'univers. Le monde, c'est notre système solaire, c'est notre planète, c'est notre habitat. Et ce monde, y comprend les humains, bien entendu, et c'est un concept qui traverse le partage entre nature et société. Donc, ces choses, au sens de choses mondaines, elles sont caractérisées par le fait que, justement, ce ne sont pas des choses passives face à un objet. Ce sont des choses actives. On parle beaucoup aujourd'hui, et c'est un anglicisme, d'agentivité, agency. Et moi, je préfère un vieux mot qui était celui proposé par Gilbert Ottois, dont peut-être on vous a déjà parlé dans les séminaires précédents, qui est l'inventeur du terme technoscience comme substantif, la technoscience. Et Ottois, en 1984, parlait de l'opérativité des choses. L'opérativité au sens où les choses agissent et dans leur action, elles façonnent et transforment le monde. Voilà.
Donc c'est une approche qui nous éloigne et nous interdit justement l'approche traditionnelle des objets en termes illémorphiques. Ça, vous avez déjà entendu parler de ça, non ? C'est-à-dire une matière informée par des humains. Voilà, donc je parlerai d'abord, retour sur un petit rappel sur les cadres généraux de la modernité tels qu'ils se sont mis en place avec la révolution scientifique au XVIIe siècle, puis des régimes de temporalité des choses, et enfin, j'essaierai de repenser nos cadres, de repenser l'objet technique comme temporel. Alors, bref, retour sur la modernité. L'ontologie des modernes, si je peux dire, pour dire les choses vite, est caractérisée par deux grands partages. L'un étant affaibli, hérité de l'Antiquité, mais affaibli, brouillé, et l'autre, au contraire, étant exalté, renforcé. Le premier partage, c'est la dissolution par les modernes du partage antique hérité d'Aristote entre physis et techné, c'est-à-dire nature et artifice. Et ce partage, en particulier Descartes, l'a vraiment mis à bas, abattu, démoli, en insistant sur le fait que les artifices appartiennent de plein droit et relèvent de plein droit des lois de la nature, et il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. C'est-à-dire qu'il y a une double nature, justement, des artefacts, des artifices. Ils sont à la fois naturels et artificiels. Et étant à la fois naturels et artificiels, la distinction entre naturel et artificiel compte pour du beurre, elle compte pour rien. Elle n'est pas importante. C'est pour ça qu'il est important d'étudier la physique pour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, comme le disait le discours de la méthode. En revanche, en même temps qu'il efface le partage entre nature et artifice, Descartes instaure un autre partage fondamental, le partage entre objet et sujet, ou entre la res extensa et la res cogitans. Et ce partage, il est radical, il est ontologique pour le coup. Ce sont deux natures différentes, deux êtres différents. Et ce partage renforce une vieille dichotomie installée par le droit romain, qui était la distinction entre les personnes et les choses. Et il est aussi repris ensuite dans la philosophie kantienne, en particulier avec l'éthique, qui consacre que seules les personnes peuvent être considérées comme des fins en soi et non pas les choses. Et enfin, dans la philosophie politique, puisque le contrat social se fait sur le dos de la nature, déconnecté de la nature, comme Michel Serres l'a bien montré dès 1990 dans le contrat naturel, et ça a été repris par Bruno Latour dans Politique de la nature. Donc, il faut bien avoir en tête ce cadre général d'une ontologie qui efface la distinction entre nature et artifice, mais pour en installer une autre, qui devient prédominante, et avoir bien en tête que ces deux distinctions ne sont pas interchangeables. Un autre aspect de la modernité, c'est l'installation d'une conception du temps, le temps linéaire, unique, universel. Et ce temps linéaire est une construction complexe qui mobilise la religion, qui mobilise des dispositifs techniques, politiques et économiques. C'est vraiment une construction politique, culturelle, historique, qui n'existe qu'en Occident,
même si ce temps a été, comme je vais le montrer, en rappelant brièvement les étapes de cette construction, ce temps a été universalisé au XIXe siècle. Donc l'installation de ce temps, c'est un processus très lent et très long, qui remonte au Moyen-Âge, puisque jusqu'au XIIe siècle environ, comme l'ont montré les historiens, le temps, c'était le temps rural, cyclique, avec lever, coucher du soleil, le rythme des saisons, et c'était le temps des tâches à accomplir, le temps du labourage, le temps des moissons, etc., etc., avec le temps de la prière dans les couvents. Et c'est les activités humaines qui définissaient le temps. Or, on observe déjà, tout en restant dans le religieux, avec le calendrier grégorien en 1582, qui coordonne les fêtes religieuses, déjà un premier mouvement de détachement du temps qui devient indépendant des cycles naturels et des variations des cycles naturels, puisque c'est un cadre uniforme qui s'applique à toute la chrétienté et qui n'est plus lié à la localité, au village auquel on appartient, avec ses spécificités. Ce mouvement d'émancipation par rapport aux localités se poursuit avec le temps des horloges et le temps urbain, laïque, marchand, qui s'installe à partir du XIIIe siècle avec l'urbanisation. Et l'horloge qui figure en haut des clochers installe un temps uniforme régi par le battement du pendule. Les événements sont marqués par l'horloge et ils ne sont plus les marqueurs du temps. Donc on a une séparation du temps. La physique newtonienne, pour aller vite, installe le temps linéaire divisé en unités discrètes, et c'est un cadre abstrait, indifférent aux choses et aux événements qui l'occupent. C'est un temps absolu, qui est un cadre de référence immuable pour situer la vie des individus, les époques historiques, l'évolution biologique, les phénomènes géologiques et même cosmologiques. C'est un cadre absolu, indifférent, vide et abstrait. Je continue. Ce temps devient universel à la fin du XIXe siècle pour des raisons techniques, lorsqu'il a fallu coordonner le temps des chemins de fer dans tous les pays. Il fallait avoir un référent universel et c'est le méridien de Greenwich qui l'a donné. Et ce temps de synchronisation des horloges a vraiment constitué le cadre universel. Et c'est en même temps ce temps, le temps que je vous ai raconté, celui de la physique newtonienne, c'est aussi le temps du capitalisme industriel. Et c'est le temps de travail abstrait, détaché de la tâche, qui détermine le prix de revient des objets techniques. Donc vous voyez comment se mêlent les aspects économiques avec les aspects scientifiques, géopolitiques aussi. Et pour finir sur cette construction du temps, le système SI, le système universel des grandeurs, au XXe siècle, a encore plus détaché le temps des réalités naturelles. La seconde, qui a été définie en 1956 comme une fraction du jour solaire moyen, une fraction de l'année tropicale, a été redéfinie depuis 1967 par rapport à la fréquence d'un atome de césium. Donc, pour faire le bilan sur la modernité, je dirais qu'elle est dominée par le partage entre sujet et objet, ou, si vous préférez, société-nature. Elle installe un temps linéaire et universel, qui est typiquement occidental. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans d'autres cultures que la culture occidentale, même s'il est vrai que la culture occidentale, via la colonisation, a pénétré toutes les autres cultures, voire provoqué la disparition des autres cultures. Mais il faut bien avoir conscience de cette dimension.
Et cette construction du temps va dans le sens d'un affranchissement graduel du temps par rapport aux localités et aux cycles de la nature. Tant et si bien que le temps historique, celui dans lequel nous avons été élevés et dans lequel nous sommes nés, puisque nous avons une date de naissance dans ce temps, est devenu une seconde nature. Si vous prenez l'avion et que vous avez le jet lag, votre rythme biologique vous apparaît comme une monstruosité par rapport au temps légal qui vous impose votre rythme. J'ajouterai que ce temps construit est la source de valeur marchande des objets techniques. C'est lui qui détermine le prix et la valeur des objets techniques. Voyons maintenant le régime de temporalité des objets techniques. Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est celui des polymères synthétiques. Pourquoi ces polymères synthétiques, c'est intéressant? Parce que ce sont des objets quotidiens, familiers, tout le monde en a et on vit avec ça. Et on en a dans notre environnement. Et les plastiques, comme on les appelle, sont intéressants parce que, d'entrée de jeu, ils nous obligent à penser l'objet technique en dehors du bon vieux schéma illémorphique, c'est-à-dire de la forme imposée sur une matière préalable. Pourquoi ? Parce que dans le cas des polymères synthétiques, eh bien, la matière et la forme sont élaborées ensemble. Elles sont élaborées ensemble. La prise en masse et la prise de forme se font ensemble. Et ce sont des objets de plus qui illustrent bien notre propos de la modernité, puisque les objets plastiques ont remplacé tous les autres matériaux naturels pour les objets de la vie quotidienne, que ce soit le bois, que ce soit l'écaille, que ce soit la laine, que ce soit la soie, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils sont symboles de l'émancipation à l'égard de la nature, de l'indépendance des techniques par rapport à la nature. Ce qui est intéressant également du point de vue économique, c'est que dans l'élaboration des plastiques, eh bien, vu que les plastiques, c'est en fait un cocktail, c'est un cocktail de macromolécules avec plein d'additifs, et Dieu sait que ces additifs posent problème aujourd'hui pour la santé, avec quantité d'additifs pour l'élasticité, la couleur, etc., les propriétés de surface, blablabla. Et ces additifs ont permis l'expansion du marché des plastiques, avec l'expansion du marché, en particulier avec les composites, qui sont formés d'une résine polymère avec un renfort. Et cette production, cet élargissement du marché a permis également une production accélérée, automatisée, en masse, à bas prix, pour faire des économies d'échelle. Donc, ce sont des objets qui, à la fois du point de vue de leur matérialité, comme du point de vue économique, montrent comment on peut vraiment s'affranchir des contraintes naturelles. L'âge des plastiques, comme on l'a appelé, dans les années 60-70, a été perçu comme une libération justement à l'égard de la matière. Roland Barthes, justement, a consacré l'un des chapitres de ses mythologies au plastique en montrant qu'il connote les métamorphoses indéfinies, la légèreté, la flexibilité, la plasticité. Or, ces propriétés des matières plastiques, ces propriétés des matières plastiques sont devenues des valeurs sociales aujourd'hui. Être flexible, être plastique, plastic man, être superficiel même, et capable de changer, de s'adapter, c'est devenu une valeur majeure. Donc,
ce sont vraiment des matières plastiques qui sont porteuses de valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, chargées de valeurs, de sens, et symboles de l'éphémère, comme le raconte Barthes, du changement, même du superficiel. Elles sont chargées de valeurs, mais elles sont aussi chargées de normes et de prescriptions. Avec le plastique est advenue la culture du jetable. Ce sont des objets pas chers, à usage unique. Est advenue la culture du déchet, le propre, l'hygiénique. Ce n'est pas bien de se resservir 2 fois de la même bouteille plastique. Et bien entendu, ils sont porteurs aussi d'une amnésie collective sur leur genèse et leur devenir après usage. Pour pouvoir se payer le luxe de jeter les objets après un usage, il faut être aveugle, ignorant sur ce qu'a coûté leur fabrication et ce que va coûter leur recyclage, leur vie après. Prenons l'exemple de la bouteille plastique, justement. Ce sont des bouteilles qui ont à peu près 0 valeur marchande, parce qu'on en produit 260 millions en moyenne par an, et que ces bouteilles finissent après sur l'océan dans un grand garbage patch. Or, qu'est-ce que c'est qu'une bouteille plastique ? C'est du temps. C'est du temps, c'est non seulement le temps social et humain que ça a coûté pour l'extraction du pétrole, ensuite la construction des pipelines, ensuite le transport de ce pétrole, la manufacture de la bouteille, la distribution de ces bouteilles, le recyclage de ces bouteilles. Donc il y a du temps humain qui n'est pas payé là-dedans. Il y a du temps de travail avec un savoir-faire accumulé qui est complètement oublié. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi, dans la matière même de ces bouteilles, dans cette fine pellicule de polymère, il y a du temps congelé. Je veux dire que le pétrole, c'est de la matière organique qui suppose premièrement l'apparition de la vie sur Terre, ensuite la fossilisation de cette matière organique, ensuite qui suppose le temps de fossilisation de ces plantes, le temps historique avec tout ce qu'engendre aujourd'hui le pétrole, les conflits du Moyen-Orient, les guerres, les attentats, etc., etc. Donc, dans cette bouteille, il y a du temps géologique, il y a du temps historique aussi et du temps économique. Il y a, autrement dit, cette culture de l'éphémère des plastiques est en réalité, elle implique des temps divers et des temps très longs. Elle cache des temps très longs. Donc, quelles sont les leçons à retenir des plastiques ? Eh bien, je dirais que, premièrement, ce sont des objets techniques qui traversent les frontières entre naturel et artificiel, entre naturel et social, puisque vous avez vu que dans un objet comme ça, il y a des enjeux géopolitiques importants et économiques aussi importants. Il faut enfin détacher les plastiques de leurs usages commerciaux, ou les décommodifier, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que il faut se rendre compte qu'au-delà de leur usage commercial, ils ont une existence, ils ont un mode d'existence au monde qui est indépendant du bref usage qu'on en fait, nous, pendant quelques secondes dans un cours où je vais boire un petit coup. Donc, il faut apprendre à regarder ces objets comme des produits du temps, des prises en masse de temps. Un objet technique fait prendre du temps en masse. Ce qui veut dire, d'une certaine manière,
que la distinction entre les sciences de la nature et les sciences historiques qui s'est installée au XIXe siècle est aussi à remettre en question. Je veux dire par là que toutes les sciences de la nature, la physique, la chimie, la biologie, seraient à repenser comme des sciences historiques. C'est-à-dire, un vivant, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement une structure faite de macromolécules de ceci et de cela. Un plastique, ce n'est pas simplement des structures de macromolécules qui sont emberlificotées comme des spaghettis. C'est du temps. C'est du temps. Il y a un très beau texte de Ernest Renan, une leçon au Collège de France en 1863, où il s'interroge sur la distinction entre sciences de la nature et sciences historiques, et où il propose cette vision qui a été complètement abandonnée, mais qui, dans les années 1860, commençait à devenir importante parce qu'il y avait Darwin qui venait de passer par là, les débuts de la géologie et de la découverte des périodes glaciaires, etc. C'est la vision de sciences de la nature qui pourrait être vue comme des produits de l'histoire. Regardez la Terre comme un produit de l'histoire, regardez les êtres vivants comme un produit de l'histoire, regardez, etc., etc. Donc je pense que c'est ce type de regard qu'il est important de développer. Les plastiques sont effectivement des molécules merveilleuses, et ces molécules merveilleuses ont leur propre histoire. Elles ont leur propre devenir, mais quelle histoire, quel devenir? Je prendrai, mais je serai moins longue, vite un deuxième exemple, celui d'une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires, c'est bien entendu et d'abord un choix politique. Vous savez que dans les années 1970, la France a choisi a fait le choix du nucléaire pour l'électricité. L'atome civil, c'était le maître mot. Par opposition à l'atome militaire. Et la France s'est équipée de 58 réacteurs dans le souci de garantir son indépendance nationale à l'égard des pays producteurs de pétrole, avec bien entendu, en ayant recours, grâce à Areva, aux sources d'uranium de l'Afrique, ce qui maintenait quand même un ordre colonial assez peu visible, et surtout ça permettait d'avoir de l'électricité pas chère. Et on a eu, et depuis 1970, on nous a encouragé à avoir du tout électrique. L'électricité, grâce aux centrales nucléaires, est pas chère, pas polluante, blablabla, blablabli. Et donc cette centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un clash de temporalité, parce que la durée de vie d'un régime politique est d'environ 5-10 ans. La durée de vie d'une centrale nucléaire est d'environ 50-70 ans. La durée de vie des combustibles irradiés, ce n'est pas la même ordre de grandeur. Une fois que la centrale est frappée d'obsolescence, qu'est-ce qu'on va faire avec ces combustibles irradiés qu'on n'avait pas considérés comme des produits du temps? Maintenant, on est obligé de les considérer comme des produits de temps. Le nucléaire nous a obligés à regarder l'atome comme une entité temporelle. Et on se trouve confronté à la gestion des temps multiples intégrés dans cet atome civil, cet atome pour l'électricité qu'on a inventé dans ces objets techniques.
Et qu'est-ce qu'on fait avec cela? Eh bien, il faut les refroidir, premièrement, quand on ferme la centrale. On les transporte à La Hague. Ensuite, il faut faire le tri, la séparation. Après, on essaye de les recycler. Il faut déjà les transporter là-bas, quelque part du côté de Cadarache. Ensuite, il y a des déchets ultimes. Il faut les recycler. Après le recyclage, il y a des déchets ultimes qui, eux, ne sont absolument pas recyclables. Et ces déchets ultimes, il faut les stocker. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est que ces déchets ultimes? C'est du temps. Et leur durée de vie se chiffre ou de demi-vie se chiffre en centaines de milliers d'années. C'est quelque chose qui échappe au raisonnement, aux possibilités d'anticipation, aux possibilités de prévision, aux possibilités de prospective et même aux possibilités d'imagination. C'est un temps qui est au-delà du temps de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Vous le savez, la réponse de la France, c'est d'essayer de les enfouir à 500 mètres sous terre. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des déchets hautement toxiques pour toute forme de vie. C'est-à-dire que, malgré ce qu'on nous raconte, aucune bactérie ne pourra digérer ces déchets toxiques, sinon à faire proliférer la radioactivité. Et donc, je pense que cette centrale nucléaire nous a confrontés à ce projet CIGEO. Enfouir, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, enfouir ces déchets dont on ne sait pas quoi faire? Le discours des ingénieurs qui travaillent pour l'ANDRA, qui est l'Agence nationale des déchets radioactifs, c'est qu'on espère qu'en les enfouissant, alors d'abord on espère, première chose, c'est la loi Bataille de 1990, que d'ici 100 ans on aura trouvé une solution. Bon, espérons. Donc il y a une loi de réversible. Ces déchets doivent être réversibles, ils sont vitrifiés, hein, mais ils doivent être réversibles. Si on a trouvé une solution, eh bien on va les recycler. Donc ça, c'est le techno-optimisme du nucléaire. Mais personne n'est dupe. Qu'est-ce qu'on espère? On espère, en les enfouissant très très bas, que ces déchets qu'on ne veut plus voir. Parce qu'on ne peut pas faire monde avec ces déchets. Il faut les exclure. Il faut dénouer notre attache avec eux. Il faut dénouer tout ce qui nous attache à eux. Il faut délier le milieu les délier par rapport au milieu qui leur a donné naissance. Il faut dénouer nos liens avec eux. Donc on va les enfouir. Et l'espérance, c'est le choix du site de Bure en Moselle. L'espérance, c'est que la nature prendra le relais. Que l'argile du sous-sol saura, une fois que le verre et le plomb se seront complètement érodés, que l'argile sera capable de traiter, de digérer, si je peux dire, ces déchets dans les temps géologiques. Donc on les renvoie à la nature. Moi, j'ai une autre interprétation. Vous vous rappelez peut-être, non, vous ne voyez peut-être pas, mais Gabriel Tarde, qui est un sociologue du XIXe siècle, a publié un livre fragment d'une histoire future en 1896, où il imagine, c'est une uchronie complète, une utopie, une uchronie, il imagine que suite à une catastrophe climatique, à un refroidissement subit de la Terre, les humains ne peuvent plus vivre. Et sur Terre, c'est devenu trop dur. Et donc, ils creusent des galeries souterraines à 500 mètres sous terre et ils vont vivre sous terre. Ils vont vivre sous terre et là, raconte Tarde, ils sont libérés des contraintes de la nature, ils sont soumis uniquement aux lois de la société. Eh bien, il me semble qu'enfouir ces déchets, c'est aussi essayer de les soumettre que aux lois de la société. C'est penser
on peut encore les gérer, qu'on est responsable d'eux, c'est la responsabilité des ingénieurs. Ce sont des produits de la société, et donc on va les maintenir en société, confinés là-bas en dessous, pour qu'ils échappent à la nature aussi, d'une certaine manière, pour que leur devenir s'arrête. Et qu'on entende... voilà. Donc on peut interpréter ça de manière différente. En tout cas, la leçon à retenir des centrales nucléaires, qui sont un autre objet technique, c'est que ces objets nous ont appris, forcés, contraints, que tout objet technique est du temps, est fait de temps et du temps. Donc, comment repenser les objets techniques? Est-ce simplement une question d'échelle? Simondon, et je crois que Xavier Guchet en a parlé hier, Simondon a souligné que les objets techniques se caractérisent par le fait qu'ils brassent des échelles de grandeur très très différentes. Ce qui est le cas de la centrale nucléaire, qui brasse des échelles de grandeur de l'ordre, comme j'ai montré, du temps, le régime politique avec le temps d'une centrale, avec le temps des éléments radioactifs, le temps des atomes. Et cette question d'échelle est aussi ce qui a frappé la génération des gens qui ont vécu Hiroshima. Et en particulier Michel Serres, dans la Thanatocratie, a maintes fois proclamé qu'avec le nucléaire, l'humanité a franchi ce qu'il appelle l'abîme des 16 zéros. C'est une allusion à la théorie de l'information de Léon Brillouin, entre le registre de l'information, des énergies douces, si je peux dire, du logiciel, et le registre des grandes énergies du physique, du matériel, et pas du logiciel. Et que le problème, dit-il, c'est qu'on est passé de la science de l'atome à la technique de l'atome, à la fission atomique, et à ce moment-là, on est passé dans l'ordre on est devenu ce que l'Anthropocène appelle aujourd'hui, les humains sont devenus une force de la nature, qui change la nature. En gros, c'est un peu ça qu'il disait. D'où le problème, comme le disait Michel Serres, le problème, c'est comment maîtriser notre maîtrise de la nature. Nous sommes comme des apprentis sorciers aujourd'hui, comment maîtriser notre maîtrise. Et ça, c'était l'identification de cette génération qui a vu l'émergence du nucléaire. Mais peut-être que ça n'est pas qu'une question d'échelle. Peut-être que la notion des échelles de temps, qui est très très mise en valeur aujourd'hui, est elle-même à dépasser. Pourquoi ? Les échelles de temps, j'ai dit tout à l'heure, ce temps universel qui nous permet d'aligner sur une seule flèche chronologique toute la durée de la Terre, depuis la formation de l'univers, le Big Bang, jusqu'à aujourd'hui. Et quelquefois, pour bien faire sentir aux gens combien il y a une accélération, on compare cette grande échelle de temps au temps de la semaine. Si on compare l'échelle du temps cosmique à la semaine, eh bien, l'humanité est apparue, l'univers est apparu le lundi, l'humanité apparaît le samedi, la vie apparaît le samedi, l'humanité le dimanche matin, la révolution industrielle le dimanche midi, et voilà, des trucs comme ça, pour vous montrer un peu le clash des temporalités. Mais on vit beaucoup sur cette idée. C'est un moyen très puissant et très parlant. Et c'est déjà quelque chose, du point de vue, c'est très satisfaisant du point de vue scientifique. On a l'impression de maîtriser, de comprendre. C'est quelque chose qui nous montre que, comme toutes les échelles de grandeur, qui rend tout commensurable et qui nous permet de penser le global depuis l'atome jusqu'aux montagnes et aux volcans, et pareil pour le temps, et qui spatialise en plus le temps. Donc, c'est quelque chose
qui est extrêmement puissant. Loin de moi de dire que la notion d'échelle de temps est à mettre à la poubelle, non. Mais pour penser l'objet technique, il faut aller au-delà. Et c'est pour ça que je proposerai de passer de timescale à timescape, à la notion de paysage de temps. Je veux dire par là que chaque chose a ses temps propres. Chaque chose est un complexe de temps, un mélange de temps, un composite de plusieurs temps. De temps géologique, de temps politique, de temps physique, de temps biologique, etc., etc. Le monde est une composition de temporalités hétérogènes. Par cela, je ne veux pas dire seulement ce que les historiens des techniques ont souvent souligné, mais qui est vrai. Je ne veux pas dire seulement que dans notre environnement technique coexistent des objets de divers âges. Dans la vie quotidienne, nous utilisons des techniques, des objets techniques qui sont archaïques, comme un lit par exemple, qui remonte à l'Antiquité, et d'autres qui sont très high-tech, comme un smartphone. Donc c'est un environnement bigarré. Mais ce que je veux dire, c'est différent. C'est que chaque objet de temps, chaque objet technique est un composite de plusieurs temps, et ces temps ne sont pas tous linéaires. Ils ne sont pas tous linéaires, il y a des cycles biologiques de temps, il y a des cycles géologiques, il y a aussi du temps feuilleté, sédimenté, il y a aussi du temps spiralé, il y a des temps repliés, etc., etc. Deuxième leçon pour penser les objets techniques, il faut parler, peut-être, du point de vue philosophique, passer de l'ontologie à l'ontographie. Et j'insiste, c'est un travail que j'ai fait avec Sacha Loew, que vous avez entendu hier, ce concept de passer de l'ontologie à l'ontographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'ontologie, c'est un discours sur l'être. C'est un discours sur l'être qui vise à dégager l'essence des êtres et à extraire de la phénoménalité des existants ce qui constitue leur nature intemporelle, leur essence, et le distinguer des accidents, etc., etc. Or, il faut dépasser cette ontologie pour passer à l'ontographie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ontographie? Eh bien, ça veut dire raconter. Graphein, c'est écrire, et c'est raconter. De même qu'on parle d'ethnologie et d'ethnographie. Et l'ethnographie, elle raconte. Ou quand vous écrivez une biographie, vous racontez une vie. Eh bien, il faut raconter des vies d'objets. Il faut raconter les objets, et ce concept d'ontographie plutôt que d'ontologie, c'est précisément invite à étudier des cas empiriques, ce qui est déjà fait, ce qu'on appelle l'empirical turn, et à passer de ce que Michael Lynch a appelé des matters of fact à des matters of concern, c'est-à-dire en montrant justement ce qui est préoccupant, ce qui fait problème, ce qui est problématisé, ces temporalités multiples. L'orthographie est aussi un concept utilisé récemment par Bruno Latour, qui le rapporte à Étienne Souriau et qui met en avant le concept de mode d'existence. Chaque objet a plusieurs modes d'existence, des modes d'existence techniques, des modes d'existence économiques, des modes d'existence, et aucun de ces modes d'existence n'épuise sa nature, n'épuise ce qu'il est. Et c'est précisément ce complexe et les interactions entre ces divers modes d'existence qui est important. Donc, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut apprendre, c'est penser l'objet technique en polychronie. Polychronie, ça veut dire à plusieurs temps. Non seulement dans le temps, mais en polychronie, à plusieurs temps. C'est un apprentissage qui prendra du temps,
car il suppose premièrement une révision de nos catégories métaphysiques, en particulier l'idée qui a une essence, etc. Il suppose aussi de mettre à la porte le schéma illémorphique. Ça suppose un décentrement par rapport aux humains pour se tourner vers les choses. Ça suppose un renoncement au pouvoir du discours au profit du récit, qui est beaucoup plus modeste et humble. Ça suppose aussi de distinguer une rationalité scientifique et économique de la rationalité technique qui exige, elle, l'attention aux choses et au temps des choses. Et je pense que c'est avant tout une exigence éthique. Si on veut un monde durable, il est urgent de penser les temps des choses. Et ce qui montre d'une certaine manière que la question de la durabilité, du développement durable, la question de l'éthique des techniques n'est pas séparable des questions métaphysiques et ontologiques, puisqu'il faut vraiment repenser l'objet technique dans son statut ontologique et ontographique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc on va prendre des questions, mais on vous invite à sortir. D'accord, Mais je prends un café. Quelqu'un à la sortie de vous accompagner. Je peux enlever ça? Oui, ou gardez-le pour la discussion, on reprendra. Oui, mais enfin, j'ai pas envie si d'être... vous jeunes, voilà.